Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour nous écouter, pour vous parler de la formation en marque du CELSA. Nous sommes deux pour discuter avec vous. Alors je vais vous présenter Julien Ferré, qui est là à double titre. C'est un ancien étudiant du département et il est par ailleurs professeur associé. Ça veut dire que c'est un intervenant très impliqué dans nos formations, dans le département marque. Voilà. Je suis Caroline Marty, je suis enseignant-chercheur au CELSA et responsable du département marque. Voilà, pour les présentations. Nous allons peut-être planter un tout petit peu le décor pour vous dire un peu qui nous sommes. Alors très brièvement, le CELSA d'abord est une grande école qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Donc nous avons cet esprit d'école très attaché à la taille humaine finalement de notre établissement, au suivi individuel de nos étudiants. Nous sommes rattachés à la faculté des lettres, c'est important pour nous. C'est très représentatif de notre exigence académique et des liens que nous avons importants avec les disciplines des lettres et des sciences humaines et sociales, et faculté des lettres qui est elle-même rattachée à Sorbonne Université, qui est une grande université, comme vous le savez probablement, avec 3 facultés, faculté des sciences, faculté de médecine et faculté des lettres, dont nous dépendons. Voilà pour le décor général. Au CELSA, nous avons des spécificités que je vais souligner très rapidement, mais qui me paraissent importantes. Tout d'abord, nous avons un laboratoire de recherche qui s'appelle le GRIPIC, qui analyse les processus d'information et de communication. Donc, tous les enseignants-chercheurs du CELSA, en marque comme dans les autres départements, sont chercheurs au sein du GRIPIC. Nous avons une chaire, la chaire CELSA, qui regroupe toutes les formations continues, formations courtes, formations sur mesure ou master diplômant de l'école. Et par ailleurs, nous avons 2 écoles. L'école de journalisme, dont je ne parlerai pas, ça a été fait par des collègues précédemment, et l'école de communication, avec plusieurs parcours de spécialité, dont le parcours en marque. Et c'est de cela dont on va parler maintenant. Alors, une petite parenthèse, toutefois, je sais que ça intéresse nombre d'entre vous, dans cet esprit d'école, favorise bien évidemment l'existence d'associations étudiantes, avec des associations sur la culture, un bureau des élèves avant tout, une junior entreprise, des associations spécialisées sur la cuisine, sur le vin, sur la mode, sur donc l'art bien sûr, donc des associations très variées. Bon, on est très conscient que c'est un facteur de motivation. En même temps, ça ne suffit pas bien évidemment, et les cours ne sont pas une option de la vie associative, je tiens à le dire. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la marque, le département marque. Comment est-ce que on va essayer de vous éclairer sur à la fois les cours, de quoi on parle, quelle est la philosophie générale de ce parcours, comment la pédagogie s'organise, comment ça se passe par rapport à la vie professionnelle, à l'insertion avec les stages et la vie future, comment se passe le concours. Donc on va aborder avec Julien Ferré ces différents aspects dans le temps qui nous est imparti. On essaiera de boucler ça dans un délai raisonnable, puisque l'on sait que ces activités en visio ne sont pas forcément très faciles pour les auditeurs. Alors à ce sujet, peut-être d'ailleurs, je fais une digression pour dire que, comme nombre d'établissements et d'activités d'ailleurs, nous avons dû nous adapter. Ça s'est fait très rapidement, avec beaucoup de bonne volonté de nos étudiants et de nos intervenants. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a eu une mise en œuvre très rapide
d'une adaptation aux contraintes liées à la pandémie avec des innovations pédagogiques et une attention particulière à l'écoute compliquée que pouvaient engendrer des enseignements à distance pour nos étudiants. Donc on a un suivi particulier et je pense que c'est important de le dire puisque nous n'avons pas simplement une obligation de faire des cours, nous avons une obligation de nous adapter à nos publics. C'est très très important pour nous de veiller au bien-être le plus possible de nos étudiants. Alors en ce qui concerne nos enseignements, déjà un parcours qui s'appelle marque et pas communication et marketing, ça peut sembler étonnant. C'est un choix qui reflète, je crois, notre posture de département, de parcours, et le souhait finalement de mettre au cœur de nos enseignements un double aspect de la vie marchande, de la vie de la communication dans le champ du marketing et de la publicité. Eh bien, la marque, c'est une entité qui est très liée à des signes, donc c'est une entité sémiotique, pour le dire dans un jargon spécifique de la communication. Donc c'est un signe ou un ensemble de signes qui se déploient dans la vie sociale avec une double fonction, une fonction économique et une fonction symbolique. Donc c'est notre manière, si vous voulez, de concevoir la communication dans le champ de la publicité et du marketing. Nous sommes une école qui est rattachée aux sciences de l'information et de la communication, pas aux sciences de gestion, comme peuvent l'être un certain nombre de parcours en marketing qui, eux, ont d'autres visées. Donc nous sommes vraiment dédiés à la formation de spécialistes de la communication dans ce champ de la publicité et du marketing. Donc la marque, c'est vraiment l'entité très emblématique de cette perspective-là et de ce souhait-là. Les marques aujourd'hui, elles cristallisent très fortement la relation consommateur entre des offreurs, des producteurs qui viennent proposer des produits et des services, et ou des services, et d'autre part des publics spécifiques que sont ceux des consommateurs, qui peuvent être des consommateurs directs, c'est-à-dire des clients, de futurs clients, ou des personnes qui peuvent avoir une influence sur la consommation des produits et services concernés. Donc aujourd'hui, dans une économie fondée sur la distribution massive de ces offres, les marques sont des outils précieux pour communiquer pour ces offres industrialisées finalement. Un autre point, les marques aujourd'hui ont quitté le simple lit de la transaction de produits et services, voyez, moyennant des euros. Bien sûr, ça vient en premier chef intervenir dans des médiations qui concernent des produits traditionnels, des produits alimentaires, des voitures, des nuits d'hôtel, des livres, etc. Mais aujourd'hui, il y a une extension du domaine de la marque qui vient recouvrir d'autres propositions que celles des simples transactions, et on peut être intéressé par le département marque pour travailler plus tard à la communication de partis politiques, c'est rare mais ça peut arriver, ou d'offres culturelles pour des musées par exemple, pour des universités, etc. Donc les marques ont de plus en plus de poids finalement dans la vie communicationnelle des entités, pas simplement marchandes au sens premier du terme. Voilà pour l'essentiel. Alors sachant que bien évidemment, on va former nos étudiants pour que ce soit des spécialistes de ces aspects symboliques, mais aussi qu'ils aient des notions très solides en termes de marketing. Et donc, ils vont avoir une initiation et une formation, sensibilisation au début, puis après, développement d'une expertise dans tout ce qui touche à la communication, à la publicité et au marketing,
pour de futurs métiers dans ces différents aspects. On en reparlera tout à l'heure, que ce soit de la communication en ligne pour des offres numériques ou pour des offres avec des spécialités plus traditionnelles. Voilà. Comment ça se passe en termes de progression? Alors, on peut intégrer nos formations à 2 niveaux, soit après une L2, quelle qu'elle soit, que vous soyez en BTS, DUT, enseignement d'université, école privée, prépa, et on a chaque année beaucoup d'étudiants de prépa qui nous rejoignent. Là, il y a un premier moment, une première étape pour passer les concours. L'autre moment possible, c'est au niveau de l'intégration du Master 2 après un M1 dans toute formation possible du moment qu'elle aura été validée. Donc, on rentre chez nous en L3 ou en M2. Pour ceux qui rentrent en L3, on y fait son M1 après avoir vécu le L3 plus un stage, puis le M1 et après un stage ou un semestre à l'étranger ou dans une formation partenaire, et ensuite le Master 2. On peut bien sûr aussi, après le M1, faire une césure ou un DU avec un départ à l'étranger. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais la vie normale est appelée à reprendre, donc c'est toujours dans les perspectives possibles. Et le DU peut aussi avoir lieu après le Master 2 pour partir à l'étranger. Quand je dis un partenaire de l'école, c'est quoi ces formations? Cette formation notamment après le M1, je pense par exemple à une formation d'un semestre à l'ENSI, grande école de design avec laquelle nous avons un accord et qui sélectionne chaque année quelques étudiants motivés pour bénéficier de ce parcours, et les étudiants reviennent ensuite au CELSA pour faire le Master 2. Tout est spécifié sur notre site pour tous les aspects que vous voulez voir réabordés. Puis bien sûr, il y a le chat avec l'équipe celsienne d'étudiants et de spécialistes de l'information et de la communication de l'école, que je remercie d'ailleurs pour leur activité et leur présence, leur soutien toujours si précieux. En termes de pédagogie, comment ça va se passer? Donc, à quoi est-on exposé? Que va-t-on vivre quand on rentre au CELSA, que ce soit pour le L3 ou pour le M2? Alors, d'abord, l'idée qu'il y a une progression. Quand on rentre en L3 à l'école, la première année est très dédiée aux enseignements académiques, avec beaucoup de tours théoriques qui sont partagés par les différents parcours. Il y a des heures dédiées aux enseignements de spécialité, à peu près 100 heures en licence. Mais au fil des années, il va y avoir moins de poids pour les enseignements théoriques et plus de poids pour les enseignements professionnels, même si notre caractéristique est d'attacher toujours beaucoup d'importance aux enseignements plus académiques. Mais il y a une progression, et en M2, il y a une très large part des enseignements qui sont dédiés à tout ce qui touche à la vie professionnelle et au maniement d'outils professionnels, car nous formons des étudiants qui sont directement opérationnels à la sortie de l'école. Et ça me paraît être un point important. Je ne sais pas si, Julien, tu veux dire 2 mots là-dessus. Je peux peut-être rebondir sur les types d'enseignement. Donc moi, j'interviens au CELSA en licence et en Master 2. En licence sur un cours qui est plutôt un cours universitaire, puisque c'est un cours qui est directement tiré de mon travail de thèse sur les tendances, avec à la fois en fait un concept qui est très utilisé dans le champ du marketing et de la communication, et en même temps on réfléchit avec les étudiants pour le penser et l'inscrire dans le champ des sciences de l'information et de la communication de façon universitaire. Et puis je m'occupe... c'est un peu paradoxal parce que je vois beaucoup d'étudiants en début en licence, et puis après je les revois pour leur dernier enseignement en Master 2, puisque je gère un enseignement que l'étudiant aime bien appeler le grand K,
En fait, il s'appelle rhétorique du pitch, mais c'est comme ça que les étudiants l'ont surnommé. Et c'est un rituel de passage puisque c'est le dernier examen de leur parcours avant de rentrer dans la vie professionnelle. Et c'est une compétition entre mini-agences qui sont composées dans les différentes classes sur la base d'un vrai cas. Et donc c'est un enseignement qui mêle du théorique, puisque on réfléchit justement, on part de la rhétorique d'Aristote sur comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de sa proposition ici de communication, mais ça pourrait être la même chose si on était avocat ou autre. Et puis ensuite, on va vers un côté très pratique, puisqu'il y a un client, un vrai client issu de la société civile qui vient nous faire un brief sur une problématique de communication. Alors ça peut être soit des entreprises qui démarrent, par exemple, il y a quelques années, on avait travaillé avec la marque de cosmétiques masculine qui s'appelle Horace, qui était vraiment au tout début de son histoire et qui aujourd'hui est devenue une marque assez établie en fait sur le secteur de la cosmétique masculine. Et les étudiants en fait ont joué le rôle de la première agence de cette marque avant qu'elle devienne réellement connue du grand public. Donc ça peut être ce genre de clients qui viennent chez nous, ou alors au contraire des marques très établies. Je me souviens il y a quelques années aussi on avait eu Michoco, qui était une marque un peu iconique de l'alimentaire. Alors Caroline n'aime pas trop les bonbons. Mais on s'était dit c'était intéressant aussi de réfléchir sur ce type de marque patrimoniale et on avait travaillé sur le relancement donc avec le fonds d'investissement qui avait racheté la marque à une grosse entreprise et qui relançait le bonbon en France. Et donc les étudiants se construisent comme des petites agences. On essaie d'avoir des compétences un peu multiples qui permettent de répondre à un brief entier. Et ils ont travaillé pendant toute l'année. Donc pour les étudiants qui sont sur le format plein temps pendant 6 mois, ça va être 6 mois de travail depuis la prise de brief jusqu'à un rendu final. Et puis pour les étudiants qui sont en alternance, ça va durer toute l'année, donc de septembre jusqu'en juin. Et à la fin, ils présentent devant un jury d'universitaires et devant le client final. Et c'est souvent leur dernier jour de cours avant de nous quitter. Donc c'est un moment aussi très fort. Je pense que c'est un rite de passage. C'est devenu un rite de passage de la formation, puisque c'est la dernière fois qu'on est tous ensemble avec eux. Et on leur remet il y a une note, puisque c'est une note qui compte de façon importante dans la 3e année. Et puis il y a une agence gagnante avec un rituel de gain. Voilà, et peut-être pour compléter ce que tu disais Caroline sur les enseignements, moi ce qui m'a frappé au CELSA par rapport à d'autres écoles ou par rapport à d'autres endroits où on peut apprendre la communication, c'est la volonté d'inscrire ce que les étudiants vont apprendre dans la durée. C'est-à-dire que, contrairement à... En fait, on manipule des concepts qui sont très périssables, puisque aujourd'hui, un réseau social est très connu, mais peut-être que dans 5 ans, il aura totalement disparu et d'autres technologies auront fait leur apparition avec d'autres façons de communiquer entre les gens. Et ce qui est hyper important quand on va travailler dans la communication, c'est d'être capable d'appréhender ces choses qui n'existent pas encore et de dépasser, en fait, la maîtrise de ce qui fait la communication aujourd'hui, parce qu'elle aura sans doute changé, en tout cas dans son apparence, dans 5 ans. Et donc, tous les enseignements ont cette volonté de prendre de la distance par rapport à aujourd'hui et de donner aux étudiants des façons de penser plus que des techniques qui demain seront peut-être révolues. Et d'inscrire en fait la formation des étudiants dans quelque chose de durable, qui va les armer pour pouvoir affronter les changements, puisque c'est un métier, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, je pense qu'on le choisit aussi pour ça, parce que c'est un métier en ébullition permanente, et donc il faut être armé pour pouvoir penser des innovations futures. Voilà. Oui, alors du coup, je prends la suite, et dans la continuité de ce que tu évoques, ça fait la transition finalement avec qu'est-ce qu'on fait dans les enseignements académiques. Les enseignements académiques, ils sont destinés à finalement prendre de la distance, tout à fait, vis-à-vis de ce qui fait le monde professionnel. Quand je dis distance, c'est qu'on développe une approche critique des choses, pas pour dénoncer, ni stigmatiser, mais vraiment pour prendre du recul, essayer de voir les phénomènes dans une perspective historique, par exemple, les relier à des points de vue sur la société et ses évolutions, mieux comprendre finalement la société pour agir en tant que professionnel de la communication. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Ça permet aux étudiants, avec cette adoption de la posture critique,
de mieux comprendre les micro-phénomènes, du coup de mieux s'y adapter et de mieux préparer les évolutions futures. C'est-à-dire, ils sont pas... l'objectif, c'est de... Certes, il y a des recettes à un moment donné, il y a des clés, il y a des best practices et des manières de faire qu'il ne faut pas ignorer. Donc, il faut intégrer le jargon des professionnels, il faut intégrer les réflexes et en même temps, mettre ça à distance permet de ne pas être saisi, voyez, dans un figement qui briderait ensuite l'inventivité et empêcherait de penser les choses en les questionnant dans leur intégration dans leur société, dans la société véritablement. Et nos étudiants, le plus souvent, sont très attachés, ils réclament le maintien des enseignements académiques au fil des ans, avec la conscience que c'est précieux pour eux, pour mieux comprendre les phénomènes de consommation et les phénomènes marchands. Et en fait, ça va se traduire par plusieurs choses, des références à des auteurs fondateurs. Alors, on a beaucoup de références théoriques partagées au CELSA, je pense à Roland Barthes, à Michel Foucault, à Michel de Certeau, j'en passe et des meilleurs. On est très attaché au point de vue sociologique, au point de vue sémiotique, au point de vue anthropologique, et ça va se traduire aussi dans le choix des méthodologies qui sont enseignées, méthodologies qualitatives pour approcher les marchés et les consommateurs, avec des enseignements justement en sémiologie, en ethnologie, en linguistique. Donc je pense que ça fait partie de la patte CELSA et de l'aspérité particulière de nos étudiants quand ils arrivent en stage ou sur le marché du travail. Ils sont capables d'utiliser des outils auxquels sont moins formés des étudiants ou pas formés, des étudiants d'autres établissements. Donc ça, c'est un atout considérable. L'autre atout, me semble-t-il, pour nos enseignements professionnels majeurs, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir des choix d'intervenants que l'on va chercher spécifiquement par rapport à leur expertise. On ne va pas fournir des packs à des intervenants en disant faites le cours sur tel aspect, en bridant finalement leur enseignement. On va les chercher spécifiquement parce qu'ils ont une valeur ajoutée dans un domaine professionnel particulier, qu'ils sont reconnus dans ce domaine, qu'ils ont des compétences pédagogiques en plus, et donc ils vont venir avec leurs propres exemples. Et nos étudiants ont la chance de bénéficier de cas, je dirais, réels, en permanence, de situations, avec des récits de coulisses sur comment ça se passe finalement, réellement, dans l'agence, dans l'entreprise, comment ça a été mis en œuvre, comment ont réagi les cibles. Donc vous voyez une valeur unique qui est liée à l'expérience des personnes et à leur capacité à la partager. Et ce mot « partager », il n'est pas vain. C'est-à-dire que nos étudiants, qui sont dans des groupes relativement restreints, entre 20 et maximum 30 étudiants par promotion, vont pouvoir avoir en permanence des échanges avec leurs intervenants, vont pouvoir dialoguer avec eux des méthodologies, des cas réels, des opportunités aussi professionnelles, puisque nos intervenants viennent aussi avec parfois des stages à la clé, des dialogues, des conseils pour le positionnement professionnel. Donc tout cela est extrêmement précieux pour l'école, avec cette harmonie, vous voyez, entre cette exigence de professionnalisation et cette exigence académique qui s'harmonise, et ces dialogues permanents. Donc ça, c'est essentiel. Nos étudiants, de leur côté, vont vivre donc quelque chose de très riche, à la fois des lectures, des lectures qui peuvent être des lectures d'ouvrages, mais aussi, bien sûr, des lectures de l'actualité professionnelle, des lectures sur Internet, de blogs, de magazines professionnels, je l'ai dit, d'ouvrages professionnels et puis d'ouvrages académiques.
On a une très belle et bonne bibliothèque avec des documentalistes formidables qui passent beaucoup de temps à dialoguer avec les étudiants pour les aider dans leurs recherches, que ce soit en ligne en ce moment ou sur site, puisqu'on a une bibliothèque très agréable, très lumineuse et très moderne. On a la chance aussi de mettre à la disposition des étudiants des équipements pour se perfectionner en langue. En plus des cours de langue, il y a des possibilités, des ressources avec des intervenants spécialisés dans des langues, en espagnol, en chinois, en russe et bien sûr en anglais, italien et allemand, et un laboratoire de langue où chacun peut venir s'entraîner. Donc ça, c'est très précieux, je pense, de pouvoir faire ça aujourd'hui, pour se préparer pour les stages à l'étranger ou les DU par exemple, ou pour son simple plaisir. Voilà. Les travaux donc sont individuels, vous l'avez compris, avec parfois des examens individuels aussi, mais il y a énormément de situations de travaux en groupe. Dès la licence, les étudiants sont confrontés à ce plaisir, mais aussi cette exigence du travail en groupe, ce qui représente beaucoup de valeur pour la vraie vie professionnelle, puisque c'est la réalité au quotidien dans les agences et les entreprises, avec des groupes qui parfois se choisissent, parfois sont construits par les responsables pédagogiques, et des groupes qui peuvent être des groupes pour des recherches dès la licence. Actuellement, on les fait travailler, par exemple, sur une revue de presse, sur une thématique commune à toute la promotion en licence, qui est la thématique de la consommation autrement, pour penser la surconsommation et pour voir quels sont les commentaires, les discours médiatiques sur consommer mieux, consommer autrement, ne pas surconsommer ou surconsommer. Donc ces thématiques-là très à l'ordre du jour. Et ensemble, ils cheminent pour réfléchir et produire un document à plusieurs qui sera probablement partagé en ligne, notamment. Et on a ce travail collectif qu'on retrouve au niveau du M1 avec des enquêtes chaque année sur des thèmes très variés, sur les animaux par exemple, en rapport avec la consommation. Donc des thématiques originales mais toujours très riches, même si elles peuvent paraître frivoles ou amusantes, elles sont l'occasion d'investissements très très sérieux des étudiants pour aller plus loin. Et bien sûr au niveau des interventions avec les professionnels, des cas à résoudre. Julien l'a évoqué tout à l'heure pour le grand cas, mais il y a d'autres cas comme ça qui sont soumis aux étudiants où ils travaillent quasiment en situation réelle, avec un peu plus d'indulgence et une notation. Bon, ça c'est ce qui distingue de la vie professionnelle en réel, mais c'est le même esprit finalement qui guide, avec le même investissement pour se préparer à l'écrit et à l'oral, avec une remise de synthèse et une passation orale le jour J devant un petit jury professionnel. Dans les autres aspects pédagogiques, pour les étudiants, il y a en Master 2 la production d'un mémoire, ce qui fait l'objet de joie et un peu de stress, je dois dire, puisque c'est un exercice impliquant qui va conditionner là aussi la délivrance du diplôme. Et c'est un document de 60 à 80 pages, on va dire, qui est à partir d'une thématique qui est choisie par l'étudiant, thématique très libre du moment qu'elle a un rapport avec la vie des marques, la vie de la publicité, la vie du marketing, la vie de la consommation. Donc vous voyez, ça ouvre des perspectives très, très riches, avec des sujets très variés. On a chaque année... des Spears. Oui, c'est ça. Des considérations, les influenceurs sur... le vegan. Sur Instagram, les expositions de marques, les collections d'objets, le bio et les marchés, consommer autrement, les anti-pubs. Enfin, les sujets sont infinis et c'est pour nous
une source de joie aussi d'encadrer ces mémoires et de les lire. Voilà, avec des étapes. Il y a un très fort accompagnement sur les mémoires. Il y a un rapporteur universitaire qui est nommé pour accompagner l'étudiant, qui en complément choisit un rapporteur professionnel. Les deux rapporteurs seront là le jour J avec l'étudiant pour la soutenance du mémoire. L'étudiant peut inviter évidemment du public, ses parents, son ou sa petite amie, etc. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas féminisé tout ce que j'ai dit. Quand je dis l'étudiant, ça peut être l'étudiante, l'intervenant, ça peut être l'intervenante. Donc, merci de corriger en ce sens. Voilà, en tout cas, des étapes, vous voyez, très très précieuses dans la vie des étudiants, avec une pédagogie riche, et on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire que les formats pédagogiques sont extrêmement variés au CELSA. C'est du travail. C'est vrai que si on intègre nos formations, on est engagé dans un investissement à temps plein. Je le dis pour que vous sachiez qu'on ne peut pas avoir un emploi à côté, donc il faut s'organiser, il y a des systèmes de bourse quand c'est possible, on peut faire du babysitting dans les périodes où il y en a besoin, on peut faire des petits boulots, mais on ne peut pas s'engager dans un travail à temps plein à côté. Voilà, ça fait partie des contraintes de la vie d'école qui engagent du matin au soir. On a un emploi du temps qui est assez étoffé, même s'il y a des temps réservés aux travaux pour le mémoire et les travaux en sous-groupe. Autre spécificité pédagogique, on va en stage. Donc on va en stage avec une progression. On y va plutôt 3 mois en licence 3, et puis ensuite on peut étoffer de 3 à 6 mois après le Master 1, et on y va pour 6 mois après le Master 2. Les stages sont choisis par les étudiants eux-mêmes, sachant qu'ils ont la chance d'avoir un service des stages très solide, avec des personnes dédiées pour gérer ce service stage, qui centralise en fait les offres qui sont proposées par les différents instituts d'études, agences, entreprises qui proposent des missions qui sont toujours validées pédagogiquement. On vérifie qu'elles sont dans les compétences des étudiants et que ça ne va pas être un risque pour eux d'enlisement ou s'ils ont à faire des demandes de précision. Enfin, en tout cas, tout ça est très sérieusement mené et on a chaque année des agences et des entreprises qui reproposent des stages qui sont satisfaits de ces forces complémentaires que sont les étudiants du CELSA. Rien n'empêche les étudiants de choisir des stages, parfois ailleurs, en dehors des offres qui sont faites, parce qu'ils ont une idée très précise. Par exemple, ils veulent absolument travailler dans l'univers de la musique, l'univers du luxe, l'univers automobile, et qu'il n'y a pas forcément précisément à ce moment-là une offre correspondante. Les étudiants peuvent vouloir un stage à l'étranger. C'est vrai qu'on a moins d'offres de stages à l'étranger que sur le territoire national. Alors ils vont s'investir et profiter de leur réseau personnel, faire des requêtes. Et chaque année, des étudiants partent faire leur stage à l'étranger. Je pense à l'Angleterre, je pense aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, au Canada, à la Belgique, mais aussi, j'ai eu il y a 2 ans une étudiante qui a fait son stage en Birmanie parce qu'elle voulait aller en Birmanie. Donc c'est très très ouvert. Dans ces cas-là, on a un correspondant en Sorbonne qui valide le degré de risque du pays. Ça se fait en concertation, c'est important évidemment, et surtout en ce moment. Voilà. Oui. Peut-être pour rebondir sur le sujet du stage, c'est souvent une angoisse des étudiants, notamment quand ils arrivent en licence 3, puisqu'en fait ils ont parfois pas d'expérience professionnelle du tout et ils n'ont jamais travaillé dans le domaine et ils ont souvent peur de ne pas trouver de stage, ils se demandent pourquoi on va les prendre alors qu'ils n'ont jamais travaillé et ainsi de suite. En fait, il faut quand même se dire, on est entre nous, qu'il y a plutôt pléthore d'offres par rapport au nombre d'étudiants et que les étudiants du CELSA sont extrêmement plébiscités. D'ailleurs, souvent dans les annonces, on dit
recherche pour un stage étudiant en communication, entre parenthèses profil CELSA. Donc ça dit quand même aussi, je pense, la valeur de l'école en termes de carte de visite pour pouvoir faire ça. Et donc il ne faut pas du tout que ce soit un sujet d'angoisse parce que c'est plutôt une chance pour les étudiants et en fait ils ne se rendent pas forcément compte, mais ils sont en situation de force pour pouvoir choisir et pour pouvoir aussi se faire un parcours, puisque c'est 3 stages en fait dans le long de la formation s'ils vont jusqu'au bout. Et donc c'est aussi un moyen de tester des métiers, de voir si des choses qu'on s'imaginait intéressantes, par exemple, tu disais vouloir travailler dans le luxe. Souvent, les étudiants arrivent en licence 3 en disant je veux travailler dans le luxe. Ils font un stage et en fait, ils se rendent compte que l'univers qu'ils avaient fantasmé parfois en tant que consommateur ou en tant que rêveur de l'univers est très différent en fait à l'intérieur. Donc, c'est aussi un moyen de valider des parcours professionnels, voire de les non valider, c'est-à-dire d'avoir d'autres pistes. Donc on conseille souvent en fait d'avoir un parcours aussi de stage qui soit assez varié pour faire différents métiers et se retrouver en Master 2 en ayant une idée beaucoup plus précise de l'endroit où on veut atterrir. Oui, tout à fait. Et on peut notamment, ça arrive chaque année, des étudiants qui décident d'avoir un parcours en L3, de tester le monde des agences, en M1 de tester une expérience chez un annonceur, et en M2 de faire un autre choix ou de rester sur ce type de structure. On peut tester la petite entreprise ou la grande, la TPE ou le très grand groupe. On peut jouer la carte de visite à aller dans des grandes marques. Chaque année, il y a des étudiants qui partent en stage pour, je sais pas, c'est L'Oréal, bien sûr, et qui vont dans des agences banques, très connues, qui vont chez BETC, qui vont chez Publicis, qui vont à la SNCF, qui vont travailler pour Danone, et puis d'autres qui décident d'aller dans des agences qui sont sur des niches spécialisées sur, par exemple, le respect de l'environnement, sur la romance, sur les stratégies digitales. Et les stages, du coup, vont refléter cette diversité. On a aussi bien des étudiants qui vont être assistants sur de la responsabilité de marque, de produits, que travailler sur des stratégies digitales pour des agences diverses et variées, en community management, en responsabilité de projet, en planning stratégique, beaucoup, c'est vrai. Donc, en branding aussi. On a pas mal d'étudiants qui font ce choix de l'agence de branding, voire en institut d'études. Je pense que ça contribue aussi à la densité de l'enseignement, c'est-à-dire que ça crée quand même un rythme. Je pense qu'il faut le savoir quand on rentre au CELSA, qu'il y a un rythme dense, parce qu'il y a ces mois de cours qui sont précieux et qui sont très très remplis, mais qui durent finalement pas très longtemps dans l'année. Et ensuite derrière la partie stage, ça crée des années, et ensuite derrière la rentrée sur le cours, donc ça crée des années qui sont quand même un peu au pas de course. Oui, tout à fait. Alors certains découvrent très vite leur secteur de prédilection, et bien d'autres et arrivent au CELSA avec une vision déjà quasiment de leur parcours professionnel futur pour les années qui viennent. D'autres, et vous en faites peut-être partie, ne savent pas encore. Ils ont l'intuition que c'est dans ce secteur d'activité qu'ils pourront s'épanouir parce que il y a un attachement particulier à la symbolique, au goût des formes, de l'expression, du style, sans avoir d'idées très précises sur les modalités futures, et c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'y réfléchir avant de postuler au CELSA, notamment parce que les épreuves d'admission exposent à ce genre de questions, mais pour autant, on n'attend pas des réponses précises d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui arrive sans en avoir d'expérience ni eu d'échanges très nombreux avec des professionnels. On ne peut pas exiger ça. Alors parlons un peu peut-être des perspectives professionnelles justement et de cette variété des métiers. Certains vont devenir planeurs stratégiques, on en forme beaucoup chaque année. D'autres vont choisir la voie commerciale en agence, d'autres d'être chefs de projet, certains de travailler en agence spécialisée digitale, d'autres en agence dite globale. Certains vont être très passionnés par les stratégies autour du branding, d'autres vont vouloir absolument vivre la marque au quotidien et travailler dans une entreprise sur ces aspects de communication, d'autres vont vouloir aller en agence média pour choisir
des manières d'organiser finalement les campagnes. Tous ces choix sont très représentés quand on regarde les parcours de nos anciens et finalement ce que font les alumni. On les retrouve dans ce fabuleux réseau des alumni CELSA qui est dirigé par Assael Dari et son équipe et qui investissent beaucoup d'énergie à réunir ces anciens, à les réunir autour de thématiques. C'est un réseau d'entraide fabuleux, mais qui est très représentatif de ces variétés de métiers. Peut-être pour rebondir sur le parcours professionnel suite à l'école, je pense qu'on ne choisit pas ce métier si on veut faire un parcours monolithique. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup dans les trajectoires des anciens qu'on peut suivre, et je peux témoigner pour le coup aussi personnellement. Ce qui fait la richesse des parcours professionnels dans la communication, c'est justement de pouvoir avoir plusieurs vies professionnelles et plusieurs métiers. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, déjà, certains métiers sont éphémères. C'est-à-dire, par exemple, community management, ça n'existait pas il y a 10 ans et ça a été créé. Donc, en fait, c'est des métiers qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans et c'est forcément des gens qui les ont fait ensuite. Et puis, parce que ce sont des métiers dans lesquels on peut aussi passer d'une structure à l'autre, ce que tu disais, Caroline. C'est-à-dire, on peut commencer en agence, on peut partir chez l'annonceur, on peut travailler en institut d'études. Et en fait, ce sont des métiers où, par exemple, en agence, la façon d'évoluer dans les agences et de monter en termes de seniorité, en termes de postes différents et aussi en termes de rémunération, c'est le jeu de l'agence, c'est de changer d'agence. Et si on fait toute sa carrière dans une seule agence, du coup, on va se retrouver à un moment à un plafond par rapport à d'autres qui auront fait des choix de mobilité. Et donc, je pense que quand on embrasse ce type de carrière, il faut avoir quand même un petit goût du risque et de l'aventure, parce qu'on ne sait pas forcément exactement où est-ce qu'on finira dans 10 ans ou dans 15 ans au moment de cette vie professionnelle. Oui, c'est vrai que certains étudiants font un autre choix que nous n'avons pas évoqué. Certains montent leur structure après leur parcours au CELSA, soit directement, soit après. Et à ce sujet, on a la chance en tant que grande école, mais ça existe maintenant pour d'autres départements d'ailleurs de l'université. On a un accompagnement spécifique pour les jeunes entrepreneurs. C'est très étoffé au sein de la faculté des lettres et du CELSA, avec par exemple un accompagnement de nos étudiants qui, à l'occasion d'un cas, lors d'un enseignement particulier, décident de développer une idée, vous voyez, dans un travail un peu fictif, et puis ils se rendent compte qu'il y a une start-up à monter, et on a l'outillage nécessaire, l'accompagnement humain pour aider ces étudiants à aller monter leur structure. Ils peuvent, sur un semestre, partir au centre Michel Serres, et on a aujourd'hui un DU pour les entrepreneurs qui voudraient se diriger dans cette voie possible, sachant que certains ne montent pas nécessairement une structure ex nihilo, mais on a aussi de l'intra-entrepreneuriat dans un certain nombre d'entités importantes de notre vie économique. Voilà en ce qu'on peut dire très rapidement, mais je pense qu'on pourra, par le chat, peut-être répondre à d'autres types de questions. Pourquoi est-ce qu'on viendrait au CELSA ? Alors pourquoi ? Pour avoir le bénéfice de toute cette pédagogie, de cet accompagnement, parce qu'on veut un beau diplôme qu'il est reconnu. Je pense que sans être prétentieux, on a la chance d'avoir un réseau très solide qui favorise finalement des recrutements, parce que la qualité des enseignements et la qualité des étudiants est connue, parce qu'il y a une exigence aussi, et le recrutement participe finalement à, je crois, cette notoriété. Alors, il s'agit d'avoir un recrutement le plus juste possible, socialement, mais qui permette de repérer les talents de demain. Et on va miser beaucoup sur nos épreuves pour recruter des étudiants qui s'épanouissent
au CELSA et qui bénéficient à plein de ce que l'on peut leur offrir. Ça veut dire que parfois, on ne recrute pas certains profils, pas parce qu'ils sont mauvais dans l'absolu, mais parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce que l'on attend des étudiants et ce que l'on peut leur offrir. C'est vrai qu'on a une prédilection pour les étudiants qui aiment la culture, qui savent s'exprimer à l'écrit comme à l'oral avec une certaine aisance. Mais ça veut dire aussi que si vous avez envie d'intégrer l'école, cela se prépare. Même si les modalités des concours changent, nos fondamentaux sont là. On veut des étudiants qui aient le goût de la langue, qui aient le goût de l'image, qui aient le goût de l'expression et du partage. Ça fait partie... mais vous voyez, pour autant, on n'attend pas une formation à l'origine en particulier. On n'a pas de quota par rapport à un type de formation plutôt qu'un autre. On peut être en BTS, en prépa et avoir des qualités personnelles et répondre aux fondamentaux que je viens d'exposer et être pris et sélectionné au CELSA. Voilà. Donc, comment ça se passe ? On va s'inscrire déjà. Il ne faut pas manquer les dates qui sont signalées dans le calendrier du concours, que l'on veuille rentrer en L3 ou en M2. Ça serait dommage pour un détail administratif de manquer cette inscription. Donc, soyez très vigilants sur ces dates butoirs qui conditionnent la possibilité de postuler à ce concours. Donc, on va s'inscrire administrativement et ensuite, dans les deux cas, L3 ou Master 2, on va remplir un dossier. Un dossier où il y a des détails sur votre parcours que l'on demande, sur votre parcours académique, sur votre parcours personnel, éventuellement votre vie associative, votre vie sportive, votre vie culturelle peuvent figurer puisque ça nous intéresse. Et puis il y a un dossier sur la motivation qu'il faut remplir avec soin. Remplir avec soin, ça veut dire aussi se relire, vérifier qu'il n'y ait pas des oublis de mots, vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles orthographiques ou grammaticales, ce qui serait du plus mauvais effet, et vérifier que l'on a été à la fois pertinent et synthétique et qu'on reste dans le cadre formel de ce qui est demandé. Pour les licences 3, il y a une épreuve en complément qui se passera en ligne, ce qui autorise finalement dans ce temps de pandémie les candidatures de toutes et tous. Et c'est une épreuve qui aura lieu le 8 avril, si je ne me trompe pas, on me confirme que oui. Toutes les modalités sont précisées sur le site de l'école et qu'à partir du moment où on remplit administrativement le dossier, où on postule, on a le détail de ces informations et on les donne en ligne. Une fois que l'on a rempli ces obligations, on est déclaré admissible ou pas. Pour avoir des chances d'optimiser cette admissibilité, évidemment, on va se préparer, on va lire les ouvrages de la bibliographie recommandés, plutôt ceux de la bibliographie que de ceux de son encyclopédie personnelle, je dirais, parce que on les recommande en connaissance de cause. Et si vous lisez des livres que l'on recommande, il y a des chances qu'on puisse avoir un dialogue possible sur ces livres, que d'autres ouvrages qu'on n'a pas recommandés ne seront pas forcément l'objet de questions. Ça, c'est pour l'épreuve orale à préparer. Mais pour l'écrit, ça va vous armer sur le plan théorique, sur certaines notions qui nous paraissent importantes. Ça va vous donner une certaine aisance. Il faut aussi vous questionner sur pourquoi je veux rentrer au CELSA et être capable d'argumenter. Dans tous les cas, vivez votre candidature comme une argumentation. Ne mentez pas, ça se verrait. Soyez vous-même autant que possible, c'est-à-dire n'allez pas imaginer un personnage, voyez, qui serait un personnage idéal auquel vous voudriez correspondre. Essayez de faire au mieux avec ce que vous comprenez de nos attentes, avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Et relisez-vous toujours, ça me paraît être une clé très importante. Une fois que l'admissibilité est prononcée, alors oui, une parenthèse, pour les dossiers, ne mettez pas de lettre de recommandation. Ça n'a pas de valeur à nos yeux, elle ne sera pas lue.
Et ça ne peut pas servir votre dossier, puisqu'on sait que certaines lettres de recommandation sont très sincères et d'autres sont un peu obligées. Donc, 0 valeur. Dans le dossier, soyez précautionneux. Si on vous demande de relater une expérience individuelle importante, n'allez pas nous présenter dans le dossier une expérience que vous avez menée en groupe. Et on le saura vite. C'est-à-dire, si c'était un cas que vous avez fait à l'IUT en équipe, c'est pas une expérience personnelle. Racontez une expérience personnelle, soit une expérience de votre vie associative, une expérience dans le cadre pédagogique, une dissertation, un sujet, une réaction que vous avez eue à un sujet d'actualité qui a fait l'objet de commentaires, quelque chose de personnel qui nous permette de voir comment vous fonctionnez finalement intellectuellement, évidemment. Si vous êtes très bienveillant dans votre vie associative, on est content, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous allez la raconter du point de vue intellectuel, c'est-à-dire, vous voyez, et votre énergie, on n'en doute pas. Mais on n'est pas là pour évaluer votre énergie ou votre bienveillance. On veut comprendre votre rapport culturel, intellectuel, à votre vie sociale. C'est plutôt ça qui nous intéresse. J'ai donné beaucoup de clés, je pense, et j'espère que ça vous sera utile. Après, il y a l'admissibilité est prononcée. Maintenant, il faut obtenir l'admission. Et là, vous vous préparez à un oral, que vous soyez en M2 ou en licence. L'oral, c'est très rapide, en fait. C'est-à-dire, alors là, on va en reparler, mais ça dure 15 minutes. Ça dure 15 minutes et il faut essayer d'argumenter et de convaincre les personnes qui sont en face, qui n'ont pas vocation à vous torturer. Soyons très clairs. On peut poser des questions qui mettent en difficulté, mais l'objectif n'est pas de vous faire souffrir. Mais l'objectif n'est pas non plus de vous coucouner et de vous mettre dans votre zone de confort. Donc on peut aller sur des questions qui vous mettent mal à l'aise et il faut faire avec. Et surtout, ne vous découragez pas à la première question difficile. C'est pas parce que vous avez l'impression de ne pas répondre très bien à une question que c'est grillé. Allez jusqu'au bout. Défendez, argumentez jusqu'au bout. Pour autant, soyez dans l'écoute. Et ne cherchez pas à plaquer des bouts de discours ou des idées que vous aurez préparées parce que ça fait partie de l'argumentaire que vous aviez prédéterminé. Soyez dans l'improvisation aussi que l'on va vous imposer par nos questions. Et une première recommandation à cet égard, c'est ne cherchez pas à plaquer la présentation complète que vous avez préparée chez vous, répétée avec vos amis ou votre famille. Chaque année, on a des étudiants qui arrivent en disant « je vais me présenter ». On leur dit non, on commence par des questions. Du coup, ils sont très chamboulés par... ça leur dérange leur projet. Mais l'objectif pour nous, c'était justement que cette préfabrication n'ait pas lieu, parce qu'on veut vous faire réagir dans l'instantanéité et pas vous chercher à plaquer un discours déjà construit. Voilà, donc c'est volontaire. Donc attendez-vous à ne pas pouvoir présenter le speech sur qui vous êtes. Mais je laisse peut-être, Julien si tu veux, je me disais, oui, je peux témoigner sur l'oral, puisqu'en fait, je l'ai passé en tant qu'étudiant, enfin futur étudiant, et puis maintenant, j'en ai fait beaucoup à tes côtés, et j'ai vu beaucoup d'étudiants, sans doute plusieurs centaines, et donc peut-être pour dire qu'en fait, l'oral, c'est une rencontre, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est savoir qui on a en face de nous, et donc forcément, on va essayer de vous surprendre, parce qu'on va vouloir regarder un petit peu comment vous fonctionnez et qui vous êtes. Et on va regarder 3 choses. On va regarder en tant qu'individu comment est-ce que vous réfléchissez, puisque vous avez compris, je pense, Caroline en a beaucoup parlé, il y a un cadre de l'école, il y a une façon de réfléchir les phénomènes de communication et plus globalement une façon de réfléchir la société. Et donc on va regarder en fait si c'est si votre façon d'aborder ces sujets elle est compatible, elle est propice en fait à ce terrain qui va derrière être dispensé à l'école. On va regarder aussi la dynamique de groupe, puisqu'en fait on construit aussi une classe et comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de place, il y a 20-30 places par promotion et donc en fait on va aussi construire entre guillemets une promotion
promotion qui va vivre ensemble, alors quand c'est en licence 3 pendant 3 ans, et puis en M2, c'est des gens qui vont travailler ensemble pendant 1 an, avec des travaux de groupe et tout ça, donc il faut qu'il y ait aussi une forme de dynamique qui se construise. Et puis ce qu'on va regarder aussi, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est-à-dire si vous allez être heureux dans ce métier et dans cet avenir. C'est-à-dire que parfois, on a des gens qui sont très intelligents, qui ont tout à fait la capacité à comprendre et appréhender, mais on se dit en fait c'est pas leur histoire et c'est quelque chose qui ne va pas leur convenir en tant que personne, et dites-vous bien que quand on prend quelqu'un, on s'engage aussi nous, puisqu'on prend la place de quelqu'un d'autre potentiellement, donc il y a cette espèce d'éthique à se dire est-ce qu'on va construire une promotion qui va fonctionner, et ces 30 personnes, on va les emmener jusqu'au bout de la formation pour le meilleur pour eux aussi. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que venir au CELSA, c'est aussi créer des liens professionnels futurs, créer des liens d'amitié aussi. Nos étudiants, c'est une rencontre. Ouais. J'ai beaucoup parlé des enseignants, j'ai un prisme un peu déformant, pardon, mais la vie du groupe est absolument majeure, essentielle. Il y a des amitiés, des réseaux, des soutiens professionnels qui se créent et qui vont porter les étudiants tout au long de leur vie. Je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a un esprit quand même communauté. Les Celsiens, quand ils se rencontrent dans le monde professionnel après, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc c'est le choix, ce sont des choix très déterminants pour la suite. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter les éclairages que vous attendiez avec cette conférence sur le parcours Marc. J'espère qu'on vous aura donné envie de nous retrouver. J'espère qu'on ne vous a pas angoissé par certains points, ou en tout cas qu'on aura pu répondre à vos angoisses. Merci à toutes et tous, et on espère vous retrouver bientôt dans nos locaux. Pour de vrai. Pour de vrai, et sinon en Zoom, pour vous découvrir, ça nous intéresse toujours. C'est pour nous à chaque fois une petite aventure, cette découverte. Merci vraiment beaucoup et très bon week-end à toutes et tous. Merci.